Ok, bienvenue à toutes et à tous pour notre dernier mercredi de la communication de cette année. Je vous laisse vous installer. Donc, je suis ravie d'accueillir le colonel Laurent Van de Capelle, qui a gentiment accepté de nous consacrer du temps malgré un agenda plutôt chargé. En effet, Monsieur Van de Capelle, vous êtes avant tout spécialiste des questions liées à la sécurité nucléaire. Et donc, on imagine bien qu'aujourd'hui, avec cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, cette question est particulièrement sensible et qu'on a besoin de votre surveillance et de votre expertise. D'ailleurs, on peut voir aussi que cette question de la menace nucléaire, elle n'est pas si éloignée de notre sujet d'aujourd'hui, puisqu'elle passe par des formes d'intimidation qui sont notamment relayées par les réseaux sociaux. Et le contrôle de l'information, qui passe par différents supports, construit un enjeu central dans une guerre. L'histoire des médias nous a montré justement à quel point les médias jouaient un rôle important, que ce soit lors de la Première Guerre mondiale avec la propagande et la presse, la Seconde Guerre mondiale avec une mobilisation de la résistance, mais aussi la propagande nazie, et la télévision qui, à multiples reprises, a aussi montré son rôle, que ce soit notamment lors du faux charnier de Timisoara en Roumanie en 1989. Et donc aujourd'hui, on s'interroge aussi sur ces outils que sont les réseaux sociaux dans cette guerre de l'information qui est liée à une guerre bien réelle. Mais surtout, si vous avez accepté aujourd'hui de venir nous parler, c'est parce que depuis 1 an, vous menez des recherches avec l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Donc c'est une recherche collective sur la violence et la haine en ligne chez les jeunes, mais aussi les actions possibles finalement des pouvoirs publics face à ça. Vous avez pu rencontrer un grand nombre d'acteurs variés, à part les plateformes apparemment... Si, peut-être depuis ? Non ? Oui, une ? Ok. Bon, c'était une belle avancée. Des chercheurs aussi, puisqu'on s'était rencontrés quelques mois auparavant pour échanger sur le sujet. Vous allez donc nous présenter vos résultats actuels, les éventuelles recommandations, et ensuite on débattra de ce sujet avec nos étudiants de L2 Information et Communication qui ont réfléchi à la thématique, qui l'ont trouvée particulièrement intéressante et qui ont été interpellés par les problèmes que soulèvent la haine en ligne et les réseaux sociaux, et force aussi de propositions pour trouver des solutions. Juste un dernier mot pour introduire le sujet et ses enjeux. Les réseaux sociaux interrogent toujours notre rapport entre le réel et le virtuel, en démontrant chaque jour que finalement ce virtuel est bien réel et que les problèmes ou avantages que les réseaux sociaux amènent ont des conséquences non négligeables dans notre vie quotidienne. Et donc, on le verra, je pense que ça fait partie aussi de vos recommandations, que le recul et la conscientisation de nos pratiques, et cela dès le plus jeune âge, devient indispensable pour faire un usage raisonné de ces outils numériques. Voilà, encore merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Je vous passe la parole et je pense qu'on a tous hâte d'avoir vos résultats et vos recommandations. Merci beaucoup. Merci, bonsoir d'abord à vous toutes et tous et à ceux qui nous suivent en différé, pas en différé, mais en distanciel, pardon. Merci de l'invitation, Madame Mario. Alors, je vais d'abord juste poser un petit point de clarification. Contrairement à ce qui est non pas écrit dans l'invitation de l'ICP et que je trouve très intéressant au travers de vos journées de la communication, de vos mercredis de la communication, je ne suis pas un expert du sujet. C'est peut-être justement l'intérêt de la chose. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Parce que mon travail, c'est effectivement un travail plutôt de sécurité publique, de sécurité générale, puisque je suis effectivement colonel de la Gendarmerie nationale. Mais c'est ni au titre de la Gendarmerie nationale, ni au titre du ministère que je parle devant vous ce soir, mais c'est bien en mon nom propre. Donc les propos que je tiendrai n'engageront que moi, et je le dis d'ores et déjà, parce qu'il y en a peut-être quelques propos qui soit choqueront, soit seront peut-être pas forcément politiquement corrects, encore que. Voilà, en tous les cas, merci de l'invitation, merci de l'accueil évidemment aux équipes techniques et aux équipes de la communication de l'ICP. Donc, je vais, pour introduire le sujet, vous présenter une vidéo qui est un peu plus large que le sujet que moi je traite depuis un petit peu moins d'1 an au sein de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, mais qui rejoint effectivement le sujet qui vous a été annoncé.
Alors, je voulais juste écouter, regarder la vidéo, on en parlera après. Il n'y aura pas de commentaires en même temps, de façon à permettre aussi à ceux qui nous suivent à distance de bénéficier de la retransmission. Il y a des contenus qui auraient dû être supprimés et qui ne le sont pas. Kanzorov était sous notre seuil de vigilance, sous les radars. Ça, c'est une responsabilité qui doit être questionnée, évidemment. Les géants de l'Internet et les services de l'État auraient-ils pu empêcher cet attentat? Retour sur un drame, sur fond de djihad digital qui met en lumière les failles de tout un système. Un individu décrit par les services de renseignement comme un propagandiste lié au groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham. Наши братья, те, которые в Европе находятся. Le prof d'histoire de ma fille en 4e demande que tous les élèves musulmans de la classe lèvent la main. Ensuite, il leur dit de sortir de la classe car il va diffuser une image qui va les choquer. Certains sortent, d'autres refusent, dont ma fille. Elle n'était pas là le jour où les caricatures ont été montrées et son exclusion, en réalité pour cause d'absence répétée et de problèmes de comportement, n'a rien à voir avec le cours de Samuel Paty. Immédiatement, il s'en ouvre à deux de ses contacts sur le réseau social Snapchat, dans un groupe privé au nom surprenant, les étudiants en médecine. Un professeur a montré le messager d'Allah nu dans une classe à ses élèves de 4e. Sous le pseudo Tché, son premier message est suivi d'un copier-coller du post de Brahim Shnina sur Facebook à la majuscule et à la virgule près. Collège Bois d'Aulne, 78 700 Conflans-Sainte-Honorine, Monsieur Paty, professeur d'histoire-géographie. Sur son groupe, les étudiants en médecine, il demande à ses interlocuteurs de prier pour lui, car il a, dit-il, une épreuve à faire. Pour que je réussisse, les frères, tout de suite, qu'Allah vous récompense. Samuel Paty finit sa journée de classe. Abdullah Kanzorov va le suivre sur plusieurs centaines de mètres. 5 minutes plus tard, dans une petite rue non loin du collège du Bois d'Aulne, Abdullah Kanzorov attaque Samuel Paty. Premier réflexe d'une revendication en 3 temps, le terroriste photographie la tête de sa victime. Il la publie sur Twitter, accompagné de ce message, rédigé 4 heures auparavant. À Macron, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Mohamed. Puis il publie l'identité du professeur. Il envoie la photo à son groupe Snapchat, les étudiants en médecine. Enfin sur Instagram, juste avant 17h, il annonce à l'un de ses contacts en Syrie, le fameux Farouk Chami, qu'il vient de décapiter le professeur pour venger le prophète. Et que son djihad, il va le faire en France. Son correspondant lui répond « Dieu est grand, que sa bénédiction soit sur toi ». Aujourd'hui, le bourreau Abdullah Kanzorov est encore glorifié sur les réseaux sociaux et la photo. Un petit problème de liaison, a priori, ou de connexion.
va en rester là parce que, a priori, la connexion ne fonctionne plus. Voilà. Au travers de cette vidéo, alors même si elle n'est pas complète, je suis désolé, mais vous pourrez facilement évidemment la retrouver sur le site de France Télévisions, en l'occurrence, parce que c'est un reportage qui a été diffusé. Vous avez pu avoir une idée de ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans ce que nous on appelle le haut du spectre. C'est un acte terroriste. Alors évidemment, on n'a pas pris cet exemple pour rien, parce qu'il vous touche, ou en tous les cas, il touche le corps enseignant, évidemment, en premier chef, et parce que c'est un des derniers actes terroristes commis sur le territoire français. Mais au-delà de ça, c'est bien pour vous montrer que l'utilisation des réseaux peut rapidement, très rapidement, faire basculer, ce que disait tout à l'heure Bérénice, dans le monde réel, des actes qui vont jusqu'à l'assassinat. Alors, je vais, au travers du plan qui est affiché, vous dérouler à la fois le travail que j'accomplis avec le groupe auquel je participe au sein de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, donc qui est axé sur la violence, la haine en ligne au travers des réseaux sociaux vis-à-vis des jeunes, et les actions que les pouvoirs publics peuvent ou devraient mettre en place pour atténuer ces mesures. Et puis je ferai de temps en temps des passerelles avec la partie désinformation, fake news, et on verra un peu ce que ça recouvre et pourquoi en fait tout ça est lié. Vous trouverez, si vous cherchez, de nombreuses émissions, de nombreux articles sur la thématique. Parce que c'est devenu un phénomène courant de société. Et donc, vous avez beaucoup d'études qui commencent, je dis bien qui commencent, parce que des études terminées sur le sujet, il n'y en a pas tant que ça, mais des études ou des articles, des investigations qui ont été faites sur le sujet ou sur des sujets approchants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça touche tous les pans de la société. Donc ça ne touche pas que la problématique terroriste, qui est ce que je disais tout à l'heure, le haut du spectre. Ça touche le monde économique, le monde éducatif, le monde des arts, le monde du sport, etc. etc. Avant de rentrer dans le détail de la présentation du thème et de la façon dont c'est organisé pour le travailler, là vous avez en fait ce que sont les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ce ne sont pas le cœur que vous avez au centre, que tout le monde connaît, on va dire la dizaine d'entreprises, de logiciels, d'applications que tout le monde connaît, qui sont, je dirais, dans la vie quotidienne utilisées. Non, c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ce ne sont pas que Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok. Je reviendrai sur ceux-là parce que c'est ceux qui sont les plus connus. Mais vous verrez que ceux-là, ils ont une focale très particulière. Alors pour vous expliquer un peu ce que sont justement certains de ces réseaux sociaux, je vais essayer en espérant que ça fonctionne du coup, vous passez quelques extraits d'une vidéo qui a été faite par une youtubeuse, donc qui va peut-être plus vous parler à vous qu'à moi parce qu'on n'est pas tout à fait de la même génération, mais je pense que c'est intéressant. Qui plus est parce qu'elle n'est pas française et qui va vous permettre de découvrir, en tous les cas pour ceux qui n'auraient pas forcément ce regard, ce que sont certains de ces réseaux sociaux. Je ne vais pas l'avoir de la même façon. Après, on a le papa des réseaux sociaux, Facebook. Par contre, je dois te le dire tout de suite, Facebook est mort. Vous avez une idée de business que vous souhaitez développer ? L'entreprise dont vous avez tout... Problème d'Internet. J'ai connu l'âge d'or de Facebook et j'ai également vu sa chute, le pourquoi du comment ce réseau est mort, le moment précis où c'est arrivé. Ma page Facebook, c'est le tout premier réseau
à des gens qui n'étaient pas encore abonnés pour gagner de la visibilité. Ça semble top sur le papier. Sauf qu'en fait, et probablement pour forcer les gens à payer leur pub, au même moment, Facebook a divisé par 10 la visibilité de toutes les pages. J'exagère pas. Du jour au lendemain, je passais de 1000 likes par post en moyenne à parfois même pas une centaine. Ça, j'ai pu le voir sur ma propre page, mais également sur d'autres pages auxquelles j'ai accès. Il y a quelques années, j'ai été community manager pour plusieurs pages, dont plusieurs très grosses pages très suivies. Donc j'ai eu accès au stade de plusieurs autres pages en même temps que la mienne et j'ai pu voir que ce déclin a touché tout le monde au même moment avec la même violence. Je suis convaincue que c'est ça qui a tué Facebook. Parce que maintenant, les pages qu'on voit sur Facebook, les groupes qu'on voit sur Facebook, alors, il y a forcément des abus comme partout ailleurs, mais selon moi, beaucoup moins que sur d'autres plateformes. Je suis personnellement convaincue que c'est l'illusion de l'anonymat qui donne des ailes à certains sur Internet. Naturellement, on va enchaîner sur l'extrême opposé. Pas déjà fait. Bref, Twitter, j'y ai jamais été, je veux jamais y être. Comme l'a si bien dit Frédéric Mollade, joueur du grenier, Twitter c'est une poubelle en feu. Je n'ai jamais entendu parler de ce réseau en bien. Je n'ai jamais rien vu de bien sur ce réseau. Chaque fois que j'en entends parler, c'est parce que telle ou telle personne est dans la sauce. Tous les pires cas de harcèlement ont lieu là-bas. C'est le royaume de la cancel culture. Par exemple, Lena Situation, la meuf la plus appréciée du net francophone, a dû supprimer son compte Twitter parce qu'elle y était harcelée. La meuf la plus appréciée d'Internet. Et pourquoi est-ce qu'elle se faisait harceler là-bas? Un seul exemple parmi de nombreux exemples tout aussi absurdes, parce qu'elle s'était coupé les cheveux. C'est un TikTok. Ce réseau est fou. J'ai commencé à être active sur TikTok seulement en janvier de l'année dernière et en un an, j'ai pris 1 million d'abonnés. What? Ça n'a aucun putain de sens. C'est 4 fois le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur YouTube en 4 ans. C'est 3 fois le nombre d'abonnés que j'ai gagné sur Instagram en 5 ans. C'est absurde. Ce réseau est totalement différent des autres pour une raison en particulier, son écran d'accueil. Sur Instagram, quand tu ouvres l'application, tu tombes directement sur tes abonnements. Dans ton feed, tu as quelques propositions de comptes auxquels tu n'es pas encore abonné, et encore, c'est très récent, mais tu n'as surtout que des gens auxquels tu es déjà abonné. Si tu veux y découvrir de nouveaux créateurs, tu dois aller dans l'onglet « Explorer ». Personnellement, j'y vais jamais. Je trouve pas que ce soit un réseau particulièrement efficace pour découvrir de nouveaux créateurs. YouTube est à peu près pareil, mais pas totalement. Quand tu arrives sur YouTube, tu arrives sur tes recommandations, qui sont quand même composées en majorité de gens auxquels tu es déjà abonné. Auxquels, ça veut rien dire. Je le garde, c'est pas grave. Sur YouTube aussi, tu dois cliquer pour voir une vidéo. C'est là que TikTok est entièrement différent. Quand tu ouvres l'appli, tu tombes directement sur l'onglet « Pour toi » qui te propose directement du contenu qui pourrait potentiellement te plaire. T'as pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. À la seconde où tu ouvres l'application, boum, une vidéo sous tes yeux. Tu swipes, boum, une autre. Et dans cet onglet, celui sur lequel tu arrives quand tu ouvres l'application, la plupart des vidéos que tu vas voir, ce sont des vidéos de gens à qui tu n'es pas encore abonné. Si tu veux voir les gens à qui tu es abonné, tu dois aller dans l'onglet abonnement. D'un côté, sur Instagram, quand tu ouvres l'application, tu vois tes abonnements et si tu veux découvrir, tu dois cliquer ailleurs. De l'autre côté, sur TikTok, quand tu arrives sur l'application, tu vois des créateurs que tu connais potentiellement pas encore. Et si tu veux voir les gens que tu suis, tu dois cliquer ailleurs. C'est un fonctionnement totalement inverse entre un réseau et l'autre. Un autre truc très important à souligner avec TikTok, c'est l'algorithme qui est redoutablement efficace. Les premiers jours, quand tu viens télécharger l'application, il est fort probable Alors, j'espère que vous avez retenu quelques mots. En tous les cas, qu'il y en a quelques-uns qui vous auront un peu fait tilt. En tous les cas, il y en a un que je retiendrai et que je vais réutiliser tout à l'heure. C'est un des derniers qu'elle a utilisé, c'est le mot algorithme. Pour revenir sur la vidéo, elle vous présente succinctement un peu quelques-uns des différents types de réseaux sociaux. Et vous voyez bien qu'avec son regard à elle, qui a un côté différent de ce que moi je peux utiliser, elle se déclare à un moment influenceuse, etc. Ce qu'elle recherche, c'est d'avoir des abonnés, d'avoir des followers, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ce n'est pas l'utilisation que moi je fais des réseaux sociaux. Mais elle a un regard critique sur la chose au travers des différents exemples qu'elle vous a donnés. Alors, je vais revenir maintenant sur le travail qu'on a à mener au sein de l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur et qui concerne
les réseaux sociaux comme vecteurs de haine et catalyseurs de violence chez les jeunes. Quelles actions pour les pouvoirs publics? Donc là, c'est un peu au cœur du sujet. Vous l'avez entendu parler à un moment, notamment de Twitter, sur la problématique du harcèlement. Donc ce n'est qu'un des travers de ce réseau ou des réseaux sociaux. Il y a d'autres conséquences, mais celle-là, elle est flagrante. Et donc le groupe qui est composé de différents statuts. Avec moi, j'ai des gens de l'éducation nationale, des commissaires de police, des gens d'entreprises ou d'associations, des syndicalistes et bien d'autres. Il y a un journaliste aussi, mais il n'est pas dans notre groupe. Le but, ça a été quoi à partir de ce sujet? Ça a été de rencontrer les acteurs, les gens qui comptent ou qui sont censés pouvoir nous apporter des éléments de réponse à cette question. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait déjà beaucoup. Donc, on a rencontré évidemment des gens des forces de sécurité, ça, c'était pas le plus compliqué. Mais on a rencontré des gens de l'éducation nationale, des gens d'associations, des gens des autorités de régulation, parce qu'il y a des choses qui existent déjà, et vous verrez sur la planche d'après, en fait, qu'il y en a plein. Évidemment, les gens qui font les lois, on a été rencontrer des députés et des sénateurs, puisqu'ils ont déjà soit pris des textes de loi, soit fait des rapports parlementaires sur ce genre de thématique. Alors, à chaque fois, c'est assez précis. C'est-à-dire que, par exemple, le dernier rapport sénatorial date de septembre 2021 et il concerne le cyberharcèlement, exclusivement. Donc, ça ne parle pas d'autres travers. Alors que nous, voilà, au travers nous, le sujet est beaucoup plus vaste. On n'a pas pu rencontrer malheureusement le public, c'est-à-dire des jeunes, échanger avec eux, parce que notre rythme de scolarité fait que c'est juste pas possible. Donc on s'est appuyé sur des études qui avaient été faites. On a rencontré des sociologues, des chercheurs, on a rencontré des psychologues, pour essayer d'avoir une vision la plus large possible de la thématique et du problème. On a essayé de rencontrer des réseaux sociaux. Donc pour l'instant, il y en a un qui a répondu, il y en a un qui a dit oui, c'est Facebook. A priori, c'est dommage parce qu'il n'existe plus, il est mort. Enfin, bon, plaisanterie mise à part. Les autres m'ont dit oui, on va reprendre contact avec vous. Voilà, j'ai eu beau les relancer, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles, sachant qu'évidemment, celui que j'aimerais pouvoir avoir en face de moi et discuter, c'est Twitter. Parce que très clairement, c'est celui qui est mis le plus en avant par la plupart de nos intervenants ou des gens qu'on a pu entendre comme étant le réseau social qui est le plus grand vecteur de haine en ligne actuellement. Donc, avec tout ça, ça plus un certain nombre de lectures, que ce soit des livres, des études, des rapports, des articles de journaux, des articles de presse écrites, télévisuels ou en ligne, on a établi un constat de ce qu'est aujourd'hui la problématique de la violence en ligne et des interactions qu'il peut y avoir. On a essayé de faire un schéma, je vais vous le présenter, vous allez voir, parce qu'il est d'une, il n'est pas complet, et deux, il est relativement indigeste. Mais c'est la réalité, c'est ça. Donc vous avez d'un côté, au centre, vous avez les gens qui étaient concernés, en l'occurrence les jeunes, mais pas que, il y a leurs parents. On pourra revenir sur le sujet si vous voulez pour savoir pour vous ou pour moi ce qu'est un jeune, ou ce qu'on a retenu dans le cadre de l'étude. Mais vous avez après tous les acteurs possibles quasiment de la société. Vous avez des acteurs étatiques bien évidemment, vous avez des acteurs institutionnels, vous avez des acteurs associatifs, vous avez des acteurs locaux, nationaux, voire internationaux. Vous avez tout en haut le Conseil de l'Europe. Vous avez un volet répressif avec les forces de sécurité, bien évidemment, et vous avez aussi, en haut à droite, les autorités de régulation ou d'autorégulation. Alors régulation parce que c'est des acteurs étatiques ou raccrochés, et puis autorégulation parce que les plateformes elles-mêmes disent « Non mais nous on gère déjà, nous on fait la régulation, nous on retire ce qui n'est pas bien, on vérifie. » On surveille. On y reviendra. Et puis vous avez en bas à gauche, en fait, tout ce que nous on a mis dans l'accompagnement de cette thématique. C'est beaucoup d'associations, mais c'est aussi certains services de l'État qui sont très très nombreux. Là, je vous ai mis à peine, je dis bien à peine
10% de ce qui existe en fait. Il y a pléthore d'acteurs qui participent à l'accompagnement des jeunes ou du monde éducatif, parce qu'il y a un gros travail de l'éducation nationale sur le sujet. De toute façon, on lui demande un gros travail aussi sur le sujet, avec ce qui, à mon sens, est un travers, c'est que, par exemple, vous avez des numéros de téléphone pour signaler ce genre de choses. Mais en fait, vous en avez quasiment un par thématique. Donc vous en avez un contre le cyberharcèlement, un contre la cyberpédoporno ou pornographie en ligne, vous en avez un sur la partie terreau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui, à mon sens, n'est pas très lisible quand on se met à la place, je dirais, du citoyen que vous êtes et que je suis. Si je découvre quelque chose et que je veux le signaler, ben en fait, je ne sais pas à qui faire. Je ne sais pas à qui, je ne sais pas comment. Donc, un de nos constats, en fait, c'est qu'il y a ce qu'il faut, mais que c'est assez compliqué et que ce n'est pas connu. Et surtout, qu'il n'y a pas une assez bonne coordination de tout ça. Donc ça fait partie de quelques-unes de nos préconisations. Ça, c'est pour le volet du travail qu'on a mené donc, sur la problématique de violence chez les jeunes au travers des réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de plus ou qu'est-ce qu'on a de différent vis-à-vis de la désinformation ? Avec la désinformation, en fait, on se rend compte qu'on a d'autres acteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que là, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il n'y a pas que les jeunes, vous avez d'autres acteurs, on va en évoquer quelques-uns. Vous avez des finalités qui sont multiples, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça touche tous les pans de la société, puisque là, la finalité, ça peut être de l'espionnage, ça peut être de la malversation économique, ça peut être de l'influence politique. A priori, on est dans un courant, dans une période qui devrait vous faire réfléchir sur le sujet. Je crois que dimanche prochain, on est un certain nombre à aller normalement voter. C'est une des thématiques. On a eu des exemples au travers de l'actualité ou de l'histoire récente d'intervention de certains pays ou de certains États ou de certains groupes non étatiques qui ont réussi à influencer des orientations électorales dans certains pays ou voire même dans certaines démocraties. C'est pas neutre, c'est loin d'être neutre. Vous avez des finalités qui sont, donc j'ai dit, économiques, elles peuvent être commerciales, ça peut être uniquement de l'appropriation pour obtenir des parts de marché et puis souffler le marché à une entreprise ou à un État, mais ça peut aussi être idéologique. Et là, on rejoint la problématique de la vidéo liée à Samuel Paty, c'est l'idéologie extrémiste, radicale, religieuse. J'en cible pas une plus que l'autre, parce qu'en fonction des pays ou en fonction d'avec qui vous discutez, vous pouvez avoir des courants qui pensent que l'idéologie ultra, elle n'est pas que dans la radicalisation islamiste. Et c'est ce que vous avez. Pardon ? Surtout que la vidéo devait montrer justement que de l'autre côté, c'était le suprémaciste blanc. Ouais. Vous avez par exemple la petite vidéo de YouTube où vous avez les islamistes qui ont été très offensifs et qui se sont emparés des réseaux sociaux pour faire valoir leur idéologie et trouver des adeptes. Il y en a d'autres, c'est pas les seuls. Vous avez après tout ce qui est les cyberattaques qui ont pour vocation alors, soit de récupérer des données, soit de récupérer des fonds, en l'occurrence avec ce qu'on appelle les ransomware, je vais y arriver, pardon. Mais vous avez aussi les cyberattaques qui sont étatiques. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que j'en ai pris un avec un drapeau qui devrait vous dire quelque chose. Parce qu'il est évident que vous avez deux grandes nations qui font de façon institutionnelle, étatique et reconnue de tous de la cyberattaque. Il y en a un, le drapeau il est presque tout rouge et l'autre il est 3 couleurs à l'horizontale. Et voilà, c'est un fait. Vous avez ensuite des finalités différentes aussi. Vous avez des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour faire de la désinformation, pour manipuler ce que les gens peuvent penser.
On a eu le cas au travers de la pandémie et de tout ce qui s'est lié au Covid-19. Je ne sais pas où est la vérité, parce que pour le coup, ce n'est pas mon sujet au quotidien, mais il est évident qu'il y a eu de la manipulation, de la désinformation, volontaire ou involontaire, mais volontaire, il y en a eu. En interne, dans notre pays, mais il y en a eu aussi de la part de l'étranger, pour différentes raisons. Si vous regardez les images, il y en a une qui normalement devrait vous interpeller, parce que c'est un sujet d'actualité, donc je pense qu'avec le drapeau et les deux couleurs jaune et bleu, vous devriez être trouvé. Est-ce que pour vous, c'est une image qui a un sens aujourd'hui? Je ne sais pas si on la voit bien d'ailleurs. Ah, pas terrible. Elle est un peu petite. En fait, la problématique, c'est que cette photo, j'ai été la chercher sur des articles qui parlent de la guerre russo-ukrainienne, aujourd'hui, mais que quand vous zoomez sur la photo et que vous la regardez, les militaires qui sont dessus, ils sont en bras de chemise. Les arbres, ils sont couverts de feuilles. C'est-à-dire que c'est pas une photo d'aujourd'hui, c'est pas une vidéo du conflit. C'est une vidéo, en l'occurrence, parce que du coup, j'ai été chercher de savoir quand elle datait, elle date d'il y a 4 ans. Elle date d'il y a 4 ans, dans le cadre du conflit interne à l'Ukraine avec le Donbass. Je pense que maintenant, tout le monde voit bien sur une carte ce que c'est, où c'est, et ce que ça veut dire. Mais là, je l'ai retrouvé sur un article qui parle de la guerre en ce moment. Alors, elle ne pose pas de difficulté en soi, mais il faut bien être attentif à plein de détails, qu'ils soient sonores, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient visuels. Les modus operandi, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein, c'est tous ceux de la désinformation, mais sous tous ses aspects, avec les volontés qui sont diverses et variées de la part de l'auteur, mais aussi de la victime qui reçoit ce phénomène. Et puis vous avez après aussi, et ça c'est l'exemple que vous avez avec Donald Trump, de l'utilisation forcée à outrance des propos injurieux au travers de réseaux sociaux. C'est bizarre, c'est encore Twitter. Alors je fais ni de pub ni pour les uns ni pour les autres, ni contre les uns ni pour les autres, hein. Je fais juste des constats pour certaines choses. Et donc vous aviez en tous les cas une utilisation clairement exprès de ce réseau dans des fins à la fois politiques mais aussi idéologiques. Tout le mouvement QAnon qui était plus ou moins sous-jacent du gouvernement Trump, etc., il a bénéficié de tout ça. Alors ça c'est récent, mais ça avait déjà commencé bien des années avant. Donc tout ça pour vous dire que la désinformation, vous la retrouvez aujourd'hui, même hier, mais déjà aujourd'hui, puisque les exemples historiques, effectivement, vous pourrez en trouver très très loin dans l'histoire, mais ils étaient différents. Parce qu'il y avait déjà moins d'informations, il y avait moins de canaux d'information, ils étaient souvent écrits, au fur et à mesure, ils sont devenus radio ou télévisuels au courant du XXe siècle. Là, avec les réseaux sociaux, la particularité, c'est qu'ils sont permanents, instantanés, que quasiment tout le monde y a accès, et surtout, ce qui participe à la désinformation, c'est que tout le monde peut en être un acteur. Ça, c'est le problème du partage. Les réseaux sociaux, à la différence d'un média, où vous avez un journaliste qui travaille, qui fait des recherches, qui recoupe ces informations, et qui ensuite diffuse l'information au travers des médias, tous les acteurs des réseaux sociaux sont quelque part, non pas des journalistes, mais en tous les cas des acteurs de la diffusion de ces informations. Ce qui pose de vrais problèmes. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens diffusent des choses de façon émotive, en réaction à une émotion. Ça me plaît, je le partage. Ça me plaît pas, je suis contre, je le dis, je le partage. Grosso modo, c'est je suis pour, je suis contre. C'est le côté like, pas like. Mais c'est un peu ça. Alors que le travail de fond, journalistique, est normalement un travail construit qui va faire des vérifications, des recherches, ce que vous faites,
pour la plupart, est un travail de fond qui permet d'amener une information concrète ou sérieuse. Et bien tout ça, je ne veux pas dire que tout ça, ça a explosé en vol avec les réseaux sociaux, mais quand même, pour beaucoup, oui. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, pour remédier à ça, eh ben, il faut avancer, il faut trouver des solutions. Alors, je ne dis pas que les solutions, tout le monde les a trouvées, qu'elles n'existent pas. Hein, au travers, nous, de ce que je vous ai montré sur la diapositive d'avant, vous avez vu qu'il y a déjà des choses qui existent, il y a déjà des acteurs qui participent, qui s'investissent, mais ça ne suffit pas, et ça ne suffira pas. Parce que les réseaux sociaux, même si, là, je vous dépeins le côté sombre, je ne vais pas aller faire le côté obscur de la force, on ne va pas aller jusque-là, mais en tous les cas, le côté sombre des réseaux sociaux, la contrepartie, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux, au quotidien, ils ont amélioré la connaissance, ils ont diffusé de l'information, ils ont élargi le champ des connaissances de façon exponentielle. Et ça devrait encore continuer, je pense. Bon, le problème, c'est que le cerveau humain, il y a un moment, il ne va pas arriver à tout emmagasiner. Mais, en tous les cas, le numérique, la numérisation fait que on peut, tout à chacun, aller chercher toutes les informations qu'on veut sur tout ce qu'on veut, à peu près partout, que ça soit, et il n'y a plus de limite ni géographique ni temporelle. Vous pouvez le faire à 2h du matin, vous pouvez le faire à 3h de l'après-midi, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le faire à l'autre bout du monde. Tout ça pour bien vous montrer que les bons côtés d'Internet ou des réseaux sociaux, qui sont avérés, qui sont certains, eh ben, ils ont aussi leur part d'ombre auxquelles il faut essayer d'apporter des réponses pour les atténuer. Je ne dis pas les supprimer, parce que je pense à titre personnel qu'on ne pourra pas les supprimer. Je veux dire, les médias, comme ça a été évoqué tout à l'heure, historiquement, notamment la presse écrite, elle n'a pas eu que des bons côtés. Hein. Elle a aussi incité à faire des choses qui n'étaient pas toujours très jolies. Mais c'était plus facile à canaliser. Il y en avait moins, et c'était un canal, on va dire, réduit. Là, maintenant, tout le monde peut soit recevoir ces informations, soit les rediffuser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça ? Eh bien, le premier point, en tous les cas celui qui, dans le cadre du travail, de notre travail de groupe, nous a paru essentiel et évident, c'est l'éducation. Et l'éducation, pas au titre il faut apprendre ce que c'est qu'un réseau social, il faut savoir l'utiliser, etc. Ça, je ne m'inquiète pas. Vous savez le faire et mes enfants le font 10 fois mieux que moi. Et je ne leur ai pas appris et ils ne l'ont pas appris à l'école. Non, l'éducation dans le sens éduquer à l'esprit critique. Alors, rendons à César ce qui est à César, puisque cette idée, on l'avait eue dans le cadre de nos échanges avec Bérénice. Mais l'esprit critique, c'est un facteur très important pour justement atténuer l'impact de ces mauvaises informations, de ces désinformations que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un point qui est essentiel, mais qui n'est pas simple. Parce que dit ici, avec des élèves ou des étudiants de communication, je pense que ça vous parle. Si ça, je dois aller le dire à des élèves ou à des jeunes qui sont, je ne sais pas, dans de la production, je ne suis pas sûr que ça les intéresse vraiment. Alors que pourtant, ils sont déjà acteurs ou victimes de tous les travers que j'ai pu évoquer. L'autre point, c'est l'information, c'est en parler et c'est débattre. Alors, l'information, au travers de ce que je vous ai dit, le fait que de plus en plus dans les médias, dans les journaux, vous avez même maintenant certaines émissions où vous avez un petit moment qui est consacré à l'analyse des news. Généralement, on les appelle analyse des fake news ou je ne sais plus comment. Dans les journaux de télé, vous les avez dans certaines émissions où pendant quelques minutes, ils vous prennent des extraits de réseaux sociaux et ils vous démontrent que c'est faux. Donc ça commence à se démocratiser un petit peu. En parler, pourquoi ? Le en parler, c'est là surtout, et vous avez la photo qui va avec, c'est une campagne de sensibilisation qui avait été faite contre le harcèlement.
C'est en parler quand on est victime. Parce qu'en fait, ce n'est pas en parler au travers du réseau social qu'on va résoudre la situation, mais c'est bien en parler au réel. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein. C'est simple pour personne d'ailleurs, ça l'est encore moins quand on est dans des tranches d'âge où ça peut être compliqué, mais c'est une des solutions. Et c'est en parler à toutes les personnes possibles. C'est en parler avec les parents, ça ne marche pas, je ne veux pas leur en parler. Okay. C'est en parler avec l'éducation nationale, le professeur, le référent, le CPE, etc. Oui, ça peut marcher. Ou c'est en parler avec des amis, mais c'est en parler, et en parler de vive voix. Les récentes affaires qui malheureusement se sont terminées par des drames, puisque certains jeunes soit se sont suicidés, ça fait partie des conséquences, soit ont été tués parce qu'il y avait eu une violence des échanges en ligne, ils n'en avaient pas parlé. Ou ils en avaient parlé justement avec ceux qui étaient sur les réseaux. Oui, mais ça ne suffit pas, il y a un moment, il faut sortir du cadre, parce que la conséquence, elle est bien réelle. La personne qui se suicide, la personne qui se fait agresser, quel que soit le type d'agression, c'est la réalité. Hein. C'est pas dans le méta, c'est pas dans le monde virtuel. Ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas. Et puis débattre. Débattre, ça rejoint un petit peu l'esprit, ce que j'écrivais au-dessus avec l'esprit critique. Débattre pourquoi? Parce qu'une démocratie existe aussi parce qu'il y a un débat. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a des opinions différentes. C'est un principe démocratique, de pouvoir échanger, d'en parler. Si, au travers des réseaux sociaux, vous n'avez plus qu'une seule voix, eh bien, vous n'avez plus de démocratie. Parce que ça s'appelle, on peut aller jusqu'au bout, ça s'appelle une dictature ou une autocratie. C'est une possibilité. C'est celle que vous avez en bas. Je le fais, excusez-moi le terme, et je suis désolé s'il y a des gens qui ont ces origines, mais c'est le terme qu'utilisent, c'est ce que font les Chinois ou les Russes. Je coupe les réseaux, je coupe Internet, ou je censure tout ce qui concerne. Essayez d'aller sur un réseau social, tapez Ouïghour. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, moi je l'ai essayé. À part des danses folkloriques ouïghours, vous n'allez rien trouver d'autre. Alors qu'il se passe des choses là-bas. L'exemple d'aujourd'hui, actuel, entre l'Ukraine et la Russie, c'est la même chose. Quand la Russie dit on ne parle pas de guerre, et ceux qui parlent de guerre, ils vont en prison pour 15 ans, j'exagère, mais c'est quand même ce qui a été dit, puisqu'il y a une loi qui a été votée. Voilà. Vu de la part d'un Français, ça peut paraître choquant, en tous les cas, c'est leur réalité. Mais c'est une solution. C'est une solution. On dit, je prends le contrôle des réseaux et je les ferme, ou je les cadenasse, ou je les censure en fonction de ce qui ne me plaît pas. Mais là, la démocratie, ça va être compliqué de savoir où elle est. Hein. Même s'il s'appelle République démocratique populaire de Chine. Ensuite, c'est mieux réguler et faire des signalements. Alors, mieux réguler, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a la régulation par des services dédiés et il y a l'autorégulation. Je ne sais pas si vous avez une petite idée du nombre de gens qui font de l'autorégulation, donc ce qu'on appelle les modérateurs. J'en ai un à côté pour ce qu'on fait en ce moment, mais les modérateurs des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une idée du volume? Je vais prendre Facebook parce que c'est le plus vieux et donc c'est le plus gros. Est-ce que vous avez une idée du nombre de modérateurs que Facebook utilise et donc paye pour ça tous les jours? Dans le monde? Dans le monde, oui. Oui, non? Personne? C'est selon vous quelques centaines, quelques milliers? Des millions? Non. Facebook annonce 40 000. Je ne sais pas comment ils sont payés. 40 000, et sur les 40 000, il y en a 90% qui s'occupent du réseau social américain. Donc de la partie d'Amérique du Nord. Point final. Donc vous avez 10% de 40 000 qui s'occupent du reste du monde. Twitter, je le recherche parce que je l'ai. Twitter, c'est 2000. Quand vous savez que c'est a priori un des réseaux sociaux qui déchaîne le plus de haine et de violence dans ses propos, ils ont 2000 modérateurs pour le monde entier.
Donc après, il ne faut pas s'étonner que quelqu'un comme Donald Trump se permette ce qu'il a pu écrire à certains moments. À l'inverse, je dis bien à l'inverse, ça revient à la régulation. L'autorégulation ne doit pas être totalement laissée aux opérateurs, aux plateformes. Pourquoi ? Parce que dans un État ou dans un pays démocratique, est-ce qu'il est normal que l'opérateur, la plateforme, décide de supprimer le compte de quelqu'un tout seul? Ce n'est pas l'État qui lui a demandé de le faire. Lui, tout seul, il a décidé. Je reprends l'exemple des États-Unis où Twitter a dégagé, a fermé le compte de Donald Trump. C'était peut-être justifié par rapport à tout ce qu'il avait écrit dedans. Mais en attendant, est-ce que la plateforme en elle-même avait le droit de faire ça? Bah oui. C'est paradoxal, hein? Mais oui, pourquoi? Parce que toutes ces plateformes, en fait, à la différence des médias classiques, qui ont un enjeu, il faut me dire si je dépasse parce que non, c'est bon, qui a un enjeu, c'est diffuser de l'information au plus de gens possible. C'est le principe des télés, des journaux, etc. C'est d'avoir le plus de lecteurs ou de téléspectateurs ou de spectateurs. Bah, les réseaux sociaux, ils ne fonctionnent pas du tout comme ça. Et là, je reviens sur ma problématique d'algorithme. Les réseaux sociaux, ils ont, pour la plupart, un but. Il est commercial. Je vais être trivial, ils ont besoin et ils sont là pour faire du fric. J'ai lu dans le cadre du travail qu'on fait un livre qui a été coécrit par l'ambassadeur du numérique. Le livre s'appelle « Le business de la haine ». Pourquoi ? Parce que, en fait, les émotions, au travers des réseaux sociaux, surtout les émotions méchantes. Pourquoi ? Ça doit être le côté humain, voyeurisme, je ne sais pas. Mais les émotions mauvaises, méchantes, génèrent du fric. Parce qu'elles génèrent des contacts, des partages, et du coup, si vous faites passer des pages de pub dessus, eh ben, vous ramenez de l'argent. C'est ça la réalité. Et les algorithmes des plateformes, ils ne sont là que pour ça. En tous les cas, notamment les plateformes qui ont été évoquées par la youtubeuse. Donc, il faut ça l'avoir en tête. Parce que les plateformes de réseaux sociaux ne sont pas là pour diffuser de l'information de masse et de l'information générale. Elles sont là pour diffuser de l'information qui vous intéresse ou qui vont vous faire réagir et qui, du coup, vont vous faire cliquer, liker, ou au contraire, pas aimer, partager, et entre deux, ils vous passent une tranche de pub. C'est ça, la réalité des réseaux sociaux. Donc, il faut bien être attentif, et c'est pour ça que ça fait partie de ce que j'appelle l'esprit critique. Ensuite, il faut aussi mieux réprimer. J'ai oublié le signalement. Le signalement, je ne sais pas si vous savez, il existe en France une plateforme qui s'appelle Pharos, qui est la plateforme harmonisée des signalements, où en fait, vous pouvez vous connecter et faire les signalements de tout ce que vous trouvez anormal sur les réseaux sociaux, ou dans le numérique d'ailleurs. Hein, ça vaut sur Internet, donc ça vaut pour Google, etc. C'est une spécificité française. On a été les voir. Ça n'existe pas réellement de la même façon dans les autres pays. Et eux, quand ils ont un signalement, ils vérifient le signalement. Donc ils vont voir les pages, ils vont vérifier si c'est de la pédopornographie, si c'est du harcèlement, si c'est de l'incitation à la haine en ligne, si c'est de l'apologie du terrorisme, etc., etc. Et en fonction de ça, eux, ils écrivent à la plateforme et ils leur disent « Vous devez supprimer ce compte. » Pardon, pas ce compte. Vous devez supprimer cette information, cette diffusion, parce qu'elle est de caractère haineuse, elle est de caractère terroriste, etc., etc. Pharos, c'est 80 personnes. C'est 80 personnes. Vous avez des enjeux et des poids qui sont littéralement différents. Ensuite, il faut mieux réprimer. En France, ça a été pris en compte déjà depuis quelques années, puisqu'il y a un parquet judiciaire dédié à toutes ces infractions en ligne qui existent. Il est à Paris. Il prend de l'ampleur d'année en année, parce que plus il est connu et plus on lui adresse d'enquêtes spécifiques. Mais
Alors là, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est quelques centaines d'affaires par an. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de magistrats dessus, il n'y a pas beaucoup d'enquêteurs non plus. Donc on ne retient que les affaires singulières ou les plus dangereuses. Je vais vous donner un nom, Mila. Justement, ça devrait vous parler. Mais ce sont des affaires dites emblématiques parce qu'elles ont été médiatisées, donc on en a entendu parler à la radio, à la télé, etc. Et sur les réseaux, évidemment. L'affaire Mila ? Oui. C'est une affaire de cyberharcèlement par rapport à des propos qu'elle a tenus. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en plus, il y a une deuxième procédure qui est en cours, donc les poursuites ne sont pas terminées. Mais il y a déjà eu un jugement, il y a déjà eu des condamnations pour les gens qui avaient porté cette haine sur les réseaux. La dernière partie, c'est le changement d'opinion politique. Je l'ai déjà évoqué, mais c'est une solution. Bon. On l'a proposé, évidemment, en disant qu'il ne faut surtout pas le faire en France. Mais il faut savoir qu'au niveau international, vous avez des pays, les 2 pays que j'ai évoqués en l'occurrence, qui militent auprès de l'ONU pour dire qu'il faut changer la réglementation internationale, mais pas pour dire qu'il faut plus de liberté, il faut plus de régulation, pour dire qu'il faut redonner aux pays la possibilité de réguler comme ils veulent. Vous imaginez l'impact que ça pourrait avoir. Bon, c'est déjà ce qu'ils font un peu, hein, mais là, ils voudraient que ça soit validé par l'ONU. Donc c'est-à-dire qu'après, il y a d'autres pays qui pourraient dire tiens, moi je vais faire pareil. Ça m'évitera d'avoir des problèmes internes à mon pays dans les échanges, etc. Je vais terminer avec la dernière diapo. Et après, je pense qu'on est à peu près dans les temps, mais ça permettra, j'espère, de discuter et d'échanger. La dernière diapo, en fait, je l'ai reçue sur les réseaux sociaux. J'ai reçu vendredi dernier. Alors je sais, il y a presque une semaine, donc c'est presque vieux, quoi, c'est périmé. Mais pourtant, je vous laisse la lire, parce que je pense qu'elle peut être intéressante. Le 1er avril, à mon époque, le risque, c'était d'avoir un poisson dans le dos, ou une punaise sur la chaise. Aujourd'hui, c'est plutôt de savoir quelle est l'info qui est vraie de celle qui n'est pas vraie dans les médias, mais surtout sur les réseaux. Et bien en fait, la protection, une des protections, c'est de se poser les questions à chaque fois qu'on lit, qu'on reçoit des informations. Est-ce qu'elle est avérée? Est-ce qu'elle est fondée? Et pourquoi c'est moi qui la reçois? Alors ça, je peux en parler. Je ne l'ai pas évoqué dans ma présentation, mais je peux en parler. En fait, si vous recevez certains types d'informations, c'est encore une fois, c'est l'algorithme du réseau social qui vous l'envoie. Ça s'appelle une bulle informationnelle. Et si vous voulez, on peut en parler après, mais je ne rentre pas dans le détail. Je pense que je vous ai assez parlé, et le long monologue étant pas ma spécialité, mais je préférais qu'on puisse échanger. Voilà. Merci à vous. Et puis maintenant, voilà, si vous avez des questions, je suis totalement disposé à y répondre, même si je remets le petit bémol du fait que je ne sois ni un expert de la communication, ni un expert du cyber. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il y a plein d'éléments sur lesquels on peut rebondir, et les étudiants ont sûrement des choses à évoquer avec vous. Alors, c'est encore... Il faut attendre un tout petit peu. Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais. Oui, c'est bon. Allez-y. C'est bon, okay. Alors moi, j'avais une question sur un sujet que vous avez abordé au début de la conférence. C'était sur le nombre de normes de répression, de régulation qui existent en France et dans le monde. Et pourtant, on a toujours l'impression que la violence sur les réseaux sociaux, elle est un peu inarrêtable, et que forcément, elle va sans doute jamais pouvoir être stoppée complètement. Et c'est, comme vous avez dit, le but des réseaux sociaux. C'est une diffusion d'infos sans cesse. Donc forcément, on a un peu l'impression que même s'il y a une coordination que vous avez démontrée qui est en place, on a toujours l'impression que c'est toujours pas assez fort et assez mis en place. Et nous, on n'est pas forcément assez au courant. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui allait être en place, et qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour cela. Alors,
Moi, ce que je vais mettre en place, c'est pas moi. Enfin, vous, mais... J'ai pas cette prétention, loin de là. Non, bien sûr, j'ai compris, merci pour votre question. Il existe effectivement déjà un certain nombre de textes, que ce soit des textes de normes françaises, donc il y a des lois, il y a des règlements. Vous en avez une des récentes qui date de 2019 sur la liberté numérique. Ça, c'est au niveau français. Après, chaque pays a fait un peu à ses réglementations. Donc, ça a commencé les premières de mémoire, je crois que c'était en Allemagne en 2013, l'Espagne en 2014, l'Angleterre en 2015. Et voilà, nous, on l'a légiféré en 2016, en 2019. Le problème, c'est le même que d'habitude. Ou non, là, il est empiré. C'est que les réseaux sociaux, eux, ils vont à une vitesse exponentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'image que je vous ai donnée, dans 6 mois, elle est sans doute déjà périmée. Et encore, 6 mois, je suis gentil. Pourquoi ? Parce que, si vous prenez, je reprends l'exemple de TikTok, il est apparu il y a à peine 3, 4 ans, et il est en passe de devenir le premier réseau social mondial en termes de volume, de volumétrie, de gens connectés, etc. Bon, alors que Facebook, pour arriver à ça, a dû mettre peut-être 10 ans. Donc il y a une accélération permanente de la technologie et des interactions. Pourquoi je dis ça ? Parce que les réseaux sociaux, la plupart, ils ne sont pas basés en France. Ils ne sont pas basés en Europe. La plupart sont nord-américains. Bon, américains, tout court. Vous avez TikTok qui est aussi chinois, mais il n'est pas que chinois, donc c'est un peu plus compliqué. Vous avez des réseaux sociaux russes aussi, hein. Vous avez Telegram par exemple, ou la version russe de Telegram qui est un peu particulière. D'où une problématique. Où est-ce que s'applique la loi ? Puisqu'on est dans le virtuel, on est dans l'immatériel. C'est compliqué. S'il se passe un événement, que ça se passe en France, on peut toujours agir, parce que l'événement, lui, il est réel, il est physique. Donc, il peut y avoir un dépôt de plainte, il peut y avoir des enquêtes, etc. Si tout se passe en ligne et qu'il n'y a pas de conséquences, et que le réseau, en l'occurrence, il est basé à l'étranger, ça veut dire qu'il faut une coopération internationale. Tout de suite, ça complique un peu les choses. Donc, il y a des textes internationaux qui existent, mais qui sont jusqu'à présent très limités. Parce que vous vous doutez bien qu'un pays comme les États-Unis n'est pas vraiment enclin à ce qu'on y mette des freins. Parce que voilà, c'est lui qui a la suprématie au travers de ces plateformes, sur toutes les données qui sont collectées. Parce que c'est ça aussi qui les intéresse derrière. C'est les informations qu'on leur donne. Ils se nourrissent des informations. Et les données, ça peut valoir très cher. Ça se monétise, ça se revend. Donc en fait, actuellement, on s'est rendu compte, et là c'est quasi unanime dans toutes les personnes qu'on a rencontrées, que le bon niveau d'intervention normatif, il est européen. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit au niveau européen, ce qui est déjà pas simple, que les normes soient prises pour contraindre les plateformes, soit à se réguler, soit à retirer leur contenu, soit à les faire payer, soit à leur mettre des amendes. Il y a déjà un premier texte qui existe, c'est ce qu'on appelle le TCO, qui concerne la lutte contre le terrorisme. Celui-là, il fonctionne. Pourquoi ? Parce que les plateformes ont très bien compris que partager et véhiculer des images ou des fonctions liées à des actes terroristes, c'était pas bon pour eux, c'était pas une bonne pub. Donc, ils s'y sont mis. Et là, le texte, il est très clair, c'est quand la plateforme détecte ou quand on leur signale une publication liée à cette thématique, ils ont 1 heure pour la retirer. Ça marche à plus de 90%, dans plus de 90% des cas de ce que nous ont dit les gens qu'on a pu rencontrer. On a été rencontrer des gens au Conseil de l'Europe, etc. Donc ça fonctionne. La prochaine étape, c'est ce qu'on appelle le DGA, c'est le Digital Service Act, qui a été voté par le Parlement européen et qui devrait rentrer en fonction ou rentrer en application. Normalement, c'était pour 2022. Je pense que ce sera plutôt 2023, parce que il faut que les pays réintègrent cette norme européenne dans les normes nationales. Et là, ça concerne
tous les phénomènes de haine et de violence en ligne. Ce n'est pas que le terrorisme. Donc ça peut aller sur le pédoporno, sur le cyberharcèlement, etc. Et là, alors je vais peut-être vous dire une bêtise, je crois qu'ils ont 4 heures ou 6 heures pour supprimer le contenu. Quand vous savez le volume de transactions qu'il y a par jour sur certains réseaux, c'est quand même pas simple. Techniquement, ça va de toute façon être compliqué. Mais les plateformes, si c'est au niveau européen, les plateformes savent qu'elles vont être contraintes. Pourquoi ? Parce que le marché européen est un marché encore rentable pour eux. Donc s'ils veulent continuer à gagner du fric, excusez-moi le terme, je suis trivial, mais je pense que c'est aussi simple comme ça, il faut qu'ils se mettent un peu à la page de ce que le groupe que représente l'Union européenne va leur imposer. Ça a l'air de fonctionner. Des plateformes comme Facebook, comme YouTube jouent complètement le jeu. Twitter, c'est un petit peu plus compliqué. Instagram, de toute façon, c'est Meta, donc c'est Facebook, c'est pareil. Il y a d'autres plateformes où ça reste encore un peu compliqué aussi. Voilà. Mais ça avance. Le problème, c'est que si le Digital Services Act il se met en place en 2023, il y aura peut-être de nouvelles formes de réseaux sociaux qui seront encore plus rapides, encore plus virulentes, encore plus haineuses. Et donc, il faudra trouver d'autres solutions. Voilà. Les solutions, c'est plutôt de la régulation ou un travail collaboratif. Et ça, c'est pas encore gagné. Mais les plateformes sont prêtes, certaines sont prêtes à jouer le jeu. Donc, c'est en cours. Il y a des travaux en cours dessus. Alors moi, du coup, je ne sais pas si ça marche. Oui, je crois que ça marche. C'est une question un peu bizarre, mais c'est juste... c'est un peu la place de l'humour. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit, pour les fake news, le site comme le Gorafi qui poste plein de fausses informations, mais à titre humoristique, et du coup, j'ai l'impression que quand on voit le Gorafi, du coup, ça passe, parce qu'on se dit, il y a des fins humoristiques, et donc ça va. Mais que, par exemple, si un utilisateur va poster quelque chose au second degré, mais qui ne va pas forcément très bien passer, et qui va être un peu maladroit, là, du coup, ça va peut-être un peu moins passer. J'ai une vraie question concernant un peu le second degré, et parce que c'est compliqué de discerner quelque chose qui est du second degré, quelque chose qui ne l'est pas, et oui, c'est déjà compliqué de contrôler de base, mais alors en plus, si on doit contrôler l'humour et savoir ce qui... après, ça relève un peu du politiquement correct, mais je... Non, je vous remercie, mais oui, c'est un sujet, mais comme ça l'est déjà, je dirais, dans les médias. Je vais extrapoler. Vous prenez typiquement l'exemple de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est une publication satirique dans l'esprit de ce que, je dirais, nous, Français, on accepte de lire ou de publier. Si vous reprenez des publications de l'après-Seconde Guerre mondiale, essayez de chercher le général de Gaulle, vous allez voir, il a bien été traité aussi, mais c'était accepté parce que ça fait partie de ce jeu que j'évoquais tout à l'heure, démocratique, de débattre, d'avoir des opinions différentes. Sauf que quand en face, vous avez des gens qui sont dans une idéologie quasi unitaire, ou en tous les cas totalement fermée, totalement fermée, vous ne pouvez pas leur présenter ça, parce que pour eux, c'est de facto une agression. Donc si vous vous mettez à leur place, je peux le comprendre. Il faut qu'eux se mettent aussi à notre place. Et là, c'est tout un jeu qui est très compliqué, je suis d'accord, avec les conséquences que ça peut générer derrière. C'est le cas aussi pour Samuel Paty, mais c'est très difficile, je suis d'accord. Après, la différence avec une émission comme le Gorafi, c'est quoi ? C'est que l'émission, déjà, elle passe par des médias traditionnels, et que les gens qui la regardent, normalement, ils savent que c'est humoristique, satirique, du second degré, etc. La différence avec les réseaux sociaux, c'est que vous pouvez découvrir des informations dont vous ne savez pas qui les diffuse, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas l'expéditeur. Si par exemple, on échange des mails ou des blagues ou des images et tout sur WhatsApp ou je ne sais quoi, vous savez à peu près qui vous l'envoie. C'est des gens que vous connaissez, donc vous savez aussi comment ils se comportent.
Vous savez si c'est du second degré, si au contraire il prend ça très au sérieux, etc. Donc vous faites attention à ce que vous dites ou comment vous l'écrivez. Si c'est des gens que vous ne connaissez pas, ou si vous recevez une information de gens que vous ne connaissez pas, bah vous l'interprétez tel que vous l'apercevez. Et il y en a qui l'interprètent très très mal, très très vite. Moi, je vais prendre un exemple personnel. Un jour, ma fille a publié quelque chose ou a partagé quelque chose sur Facebook. Et j'ai mis un commentaire dessus. Parce que moi, je pensais répondre à ma fille, en fait. Sauf que j'ai cliqué, j'ai répondu à la publication et pas à ce que ma fille m'avait envoyé. Résultat des courses, j'ai répondu à tous ceux qui l'avaient reçu, dont l'expéditeur. Il n'y a pas d'autre mot. Je me suis fait pourrir. Dans la foulée, j'ai reçu un message disant mais de quel droit vous vous permettez d'écrire ça et machin, etc. Alors qu'en fait, c'était une blague avec ma fille. Bon, voilà, parce qu'en fait, voilà, c'était il y a quelques années, hein, mais parce que je savais pas, j'avais pas cliqué sur le bon bouton de répondre. C'est comme quand vous faites répondre à tous, des fois il y a des surprises. Là, c'était un peu ça. Donc c'est compliqué. C'est d'autant plus important d'avoir cet esprit critique par rapport à des informations. En plus, vous avez actuellement sur un certain nombre de réseaux sociaux des stories qui ne sont que des stories de fake news. Ça peut être sympa aussi. Moi, je me suis abonné à des sites de complotistes. Faut le savoir avant d'y aller, parce que sinon, à la fin, vous devenez complotiste. Hein. C'est tellement bien fait et tellement récurrent. Et ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la bulle informationnelle, c'est qu'en fait, on vous abreuve d'informations que vous recherchez déjà. Donc ça vous conforte dans votre idée. Donc si je prends le cas tout à l'heure des terroristes, il y a un moment, de toute façon, ils ne voient que ce genre d'image et que ce genre d'idéologie. Alors que vous tous, normalement, dans cette salle, vous avez soit une culture, soit une éducation personnelle, scolaire, ou, on va dire, sociétale, qui vous ouvre suffisamment l'esprit pour aller voir ailleurs, ou vous allez chercher une information complémentaire, etc. Ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes dans le monde. Et ça, il faut l'avoir en tête. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Moi, j'avais une question aussi. C'était donc que vous avez montré des outils de régulation et de protection pour les victimes de cyberharcèlement. Et il y en a énormément. Et même, je pense, beaucoup trop. Et en vrai, on peut comprendre pourquoi les victimes de cyberharcèlement, elles sont perdues par rapport à ça. Et je voulais savoir qu'est-ce que l'État pouvait faire pour prendre mieux en charge les victimes, mieux les informer et mieux protéger aussi surtout. Alors, mieux protéger, ça va être compliqué parce que très souvent, on intervient a posteriori. Donc la seule chose qu'on peut faire avant, c'est de la prévention qui passe par, en tous les cas, ce que nous, on propose, par exemple, dans le cadre de notre travail, c'est ce qu'on va appeler, en tous les cas, un parcours éducatif dédié qui couvre tout le champ de ce qu'on a, nous, reconnu comme étant des jeunes. Donc on a pris pour jeunes les 8 à 25 ans. Sauf qu'en fonction des tranches d'âge, il n'y a pas les mêmes informations à transmettre, il n'y a pas les mêmes conséquences, parce qu'il n'y a pas la même utilisation des réseaux. Quand on est, je vais dire, ado, on utilise les réseaux pour continuer à échanger avec les copains, etc., ou pour se donner rendez-vous, j'en passe les meilleurs. Quand on est au lycée, ça peut déjà être un peu plus structuré. Parce que l'éducation va avec, l'âge aidant aussi. Je ne vais pas dire que l'âge de raison arrive à ce moment-là, ce n'est pas le cas. Mais on peut apporter des éléments différents. Donc le but, ça serait de pouvoir, à la fois en termes de prévention uniquement, sensibiliser très tôt. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, quand vous vous déplacez dans la rue, dans les transports en commun aujourd'hui, et que vous voyez des jeunes enfants, vous en avez beaucoup qui sont déjà sur un téléphone. C'est souvent celui de papa-maman, je suis désolé, mais c'est la réalité. Sauf que sur le téléphone, ils peuvent aller voir ou voir des choses qui ne sont pas de leur âge ou de leur niveau. Donc ils n'ont pas la maturité ou la compréhension possible. Donc il y a tout un parcours éducatif comme ça. La problématique qui va se poser et qui se pose déjà, c'est qui est-ce qui va s'en occuper ? Comment ça va être payé ? Comment ça va être financé ? Et quand ?
parce que les agendas des élèves, qu'ils soient collégiens, lycéens ou étudiants, sont bien remplis aussi. Donc ça veut dire quoi? On retire des matières, on met ça à la place? Ça ne me paraît pas réaliste. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un système intermédiaire qui permette quand même de les sensibiliser. Donc ça, c'est le côté prévention. Le but de la prévention étant qu'il ne passe pas, en tous les cas, qu'il ne passe pas à l'acte virtuel au travers justement de cette haine, etc., ou qui se retiennent de le faire. Après, pour les accompagner, oui, il existe beaucoup de choses. Ce qu'il manque très clairement, c'est la coordination. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'initiatives qui peuvent être locales, qui peuvent être départementales, qui peuvent être régionales ou nationales. Mais tout ça, c'est un peu, excusez-moi le terme, hein, pas au petit bonheur la chance, mais c'est souvent en réaction. C'est-à-dire qu'il se passe un phénomène, on va réagir. Je vais prendre un exemple, c'est le hashtag 2010. Est-ce que ça vous parle? Non? Vous êtes trop vieux déjà. Le hashtag 2010, c'est quoi? En fait, c'est un courant qui a circulé justement vis-à-vis des jeunes nés en 2010. Pour dire, ceux-là, voilà, c'est du n'importe quoi, de toute façon, ils n'y connaissent rien, voilà, c'est pas notre génération et on ne veut pas les voir, avec des insultes, En fait, c'est un rejet d'une classe d'âge, en fait. C'est comme si, je dis, tous les élèves de L1, ça n'existe pas, c'est de la gnognotte parce que je suis en L2. Bon, il y a peut-être qui le pensent, mais c'est n'importe quoi. Et donc ça a circulé, sauf que le hashtag 2010, ça concernait du coup des élèves de 6e, des jeunes de 10 à 11 ans. On est dans cette tranche d'âge, fait par des jeunes de 11 à 12 ans. Juste dingue, quoi. Là, il y a eu une réaction, parce que, et c'est paradoxal, parce qu'en fait, le phénomène n'a pas si été relayé et diffusé que ça. Mais par endroits, ça a eu un vrai impact local qui a été, excusez-moi le terme, mais monté en épingle, à la fois par des élus, mais aussi par des médias, pour dire, attention, là, il y a un danger potentiel avec des tout petits, avec des jeunes. Et du coup, ça a réagi. Ça a assez fortement réagi. Du coup, le ministère a déclenché un hashtag non 2010. Enfin, il y a eu plein de réactions étatiques, locales, virtuelles, réelles, avec des accompagnements, des sensibilisations en classe, etc. Mais c'était en réaction à un événement. Ça, c'est un peu le travers de notre société, c'est que souvent, on réagit une fois qu'il s'est passé quelque chose, et quelque chose de grave, hein, j'entends. Donc l'idéal, ça serait d'arriver à, avec le travail de prévention, d'avoir une meilleure coordination de tous ces intervenants qui, eux, peuvent accompagner au quotidien. Et c'est à tous les niveaux. C'est au niveau local, parce que ça peut se passer dans un établissement. Je parle d'établissement parce que c'est quand même très concentré sur le monde de l'éducation nationale quand même s'il y en a aussi en dehors. Ça peut être avec le réseau sportif, des associations sportives, si par exemple c'est un problème lié aux jeunes dans le sport. Ça peut être le cas dans certains sports, en fonction notamment si vous êtes une jeune femme ou un garçon, une jeune fille. Donc voilà, c'est ce qui manque le plus et ce qu'il faut arriver à mettre en place. C'est une coordination de tous ces acteurs. Et j'évoquais tout à l'heure la problématique des numéros d'appel d'urgence. C'est par exemple de n'avoir qu'un seul numéro d'appel d'urgence sur toutes ces thématiques et qu'après, ça soit le problème de la plateforme téléphonique qui, lui, renvoie vers les services compétents. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est encore trop empirique et assez disparate. Alors moi, je voulais dire que c'est une très bonne chose de vouloir prévenir la jeunesse et les éduquer sur le sujet. Mais d'un côté, ça signifie également banaliser la haine et la violence sur les réseaux sociaux en disant que faut qu'on les prépare à les mettre dans ce monde-là et que ce monde-là ne changera pas. Donc, vous ne trouvez pas ça peut-être un peu paradoxal de vouloir prévenir la jeunesse plutôt que de changer ou de faire en sorte d'empêcher cette violence ou cette haine avec des nouvelles règles ou des lois?
Je vous dirais que non. Malheureusement, non. Parce que la haine et la violence, elle a toujours existé. Et elle existera toujours. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours de sociologie ou de psycho, mais si vous allez voir des sociologues, la haine, dans l'espèce humaine, elle a toujours existé. C'est ce qui a conduit à des guerres. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous l'avez à tous les niveaux. Et vous l'avez toujours eu. Au travers de l'histoire, la violence entre jeunes, vous l'aviez eu. Dans les cours de récréation, ça existait. Il y avait des bagarres, il y avait du harcèlement, etc. Mais il n'était que physique, que présentiel. Et en fait, il ne se diffusait pas parce qu'il n'y avait pas de vecteur pour le diffuser à l'extérieur. Aujourd'hui, la problématique, c'est que vous l'avez en réel avant, après, pendant le virtuel, et que ça peut se diffuser au monde entier. Vous prenez les photos, vous prenez par exemple la problématique des diffusions de photos de nudité prises entre jeunes qui se partagent et tout d'un coup qui sont diffusées sur la toile ou sur les réseaux. Vous pouvez diffuser à la terre entière quasiment aujourd'hui. En tous les cas, à tous ceux qui sont abonnés à cette application ou à ce réseau. Si vous prenez, alors je ne sais pas combien ils sont, mais Facebook, je crois qu'il doit être à 2,5 milliards ou 3 milliards d'abonnés, ou de gens affiliés. Donc de toute façon, on ne peut pas l'empêcher. Très clairement, je pense que ce n'est pas des textes de loi qui empêcheront totalement cette haine en ligne, parce qu'il y aura toujours un train de retard. En revanche, le but, c'est de l'atténuer au maximum ou de faire en sorte que se mettent en place un certain nombre de garde-fous. Les garde-fous, soit ils viennent des services des pouvoirs publics, comme on dit, d'une façon générale, soit ils viennent des plateformes elles-mêmes. Ça peut être le cas. Je pense que ça sera plutôt un entre-deux. Ça sera, comme on dit, un peu mi-chou, mi-raisin ou mi-chèvre, mi-fille, mi-raisin, pardon. Parce qu'en fait, il n'y a pas une solution miracle, à part revenir à celle que je vous ai exposée, et encore, de certains pays. Parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que si vous voulez couper Internet, couper les réseaux, et donc couper la haine qui va avec, vous allez avoir des voies détournées. Ils vont passer par un autre réseau qui va se créer que pour ça. Je reviens sur l'exemple de Donald Trump. Donald Trump, s'étant fait fermer de Twitter, a dit puisque c'est ça, je vais créer mon propre réseau social. À la fois, il en a les moyens et il en a sans doute les capacités, ou en tous les cas, il peut le faire faire par quelqu'un. Et après, sur son réseau, il pourra dire ce qu'il veut. Il ne se fera pas virer de son réseau. Donc, je pense qu'on ne pourra jamais empêcher, interdire tout ça. Donc, c'est bien un travail, je dirais, au long terme, et ça, c'est compliqué. Parce que souvent, ce qu'on veut, et c'est un des problèmes des réseaux sociaux, on veut quoi? On veut une réponse immédiate. Vous avez une info immédiate. Vous découvrez quelque chose immédiatement. Vous voulez que ça réponde immédiatement. Une démocratie, la France en particulier, les pouvoirs publics ne répondront pas en claquant des doigts, et elles ne résoudront pas la situation en claquant des doigts. Ça demande du temps, et ça demande une conjugaison de plein de facteurs que nous, on estime être d'abord de la prévention et de l'éducation, de l'acquisition de l'esprit critique, mais c'est aussi de la régulation, avec justement des textes de loi, ou de la répression, si jamais ils veulent pas obtempérer, etc. C'est comme la vie quotidienne, quoi. Au bout d'un moment, il faut un gendarme ou un policier, c'est peut-être pas le bon exemple, mais il faut quelqu'un pour les arrêter. Sauf que là, ça se passe pour partie dans le monde virtuel. Mais le virtuel, il a toujours une connexion avec le réel. Donc de toute façon, il y aura toujours quelqu'un derrière à un moment qui sera le responsable. Aujourd'hui, les plateformes se disent, nous, on n'est pas responsables. Parce que nous, on n'est pas des médias. Nous, on ne diffuse pas l'information, on ne fait qu'héberger ceux qui la diffusent. C'est de la sémantique, mais c'est de la sémantique juridique, qui est vraie. Mais quand même. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous ouvrez un réseau social, et puis, soit vous laissez faire ce que vous voulez, soit au contraire, vous l'orientez.
vous ne laissez s'afficher que les choses que vous pensez. C'est pas de la démocratie, c'est pas de la, ce que moi j'appelle de la vraie information. Je termine juste en rebondissant sur votre question et ce que je viens de dire. Vous avez l'exemple qui date de la semaine dernière, que j'ai découvert hier. Donc je reviens sur Twitter. Twitter, est-ce que vous savez qui est devenu l'actionnaire majoritaire de Twitter ? Elon Musk est devenu l'actionnaire majoritaire de Twitter parce qu'il a dit clairement qu'il trouvait que Twitter était devenu n'importe quoi, qu'il fallait faire quelque chose. Du coup, il a racheté des parts pour devenir majoritaire. Et en étant majoritaire, il va dire « ça, je veux pas, ça, je veux plus voir » ou « ça, il faut le faire comme ça ». J'espère que ça sera mieux. Mais si ce n'était pas Elon Musk et que c'était quelqu'un d'autre, ça pourrait donner une autre orientation. Oui, pardon. Donc c'est pas ça va pas... Parlez. Il veut permettre la modification des tweets déjà postés. Du coup, on pourra mettre des contenus racistes sur des tweets déjà postés et massivement likés. Donc ça ne va pas du tout devenir mieux. Ça c'est que la première étape. On le voit bien au travers de ce qu'il a fait quand il s'est lancé dans ce genre de choses, quand il a dit de toute façon, c'est moi qui enverrai les gens dans l'espace. On a dit non, un prestataire privé n'enverra pas d'hommes dans l'espace. Ça reste de la prérogative des États, de la NASA, de l'Agence spatiale internationale. Non, c'est lui qui les envoie. Donc, oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit. En fait, le but, c'est juste de pouvoir corriger ou rectifier les tweets qui ont déjà été publiés. Et si ça, il le fait, rien n'empêche que demain ou après-demain, il fasse changer totalement, éventuellement, l'algorithme de Twitter pour que, justement, dès l'instant qu'il y a de la haine qui apparaisse, elle disparaisse. Bon, je ne m'inquiète pas, c'est pas pour demain. Mais potentiellement, c'est possible. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être dans la salle ? Est-ce qu'il y en a sur le réseau ? Je ne sais pas s'ils peuvent poser des questions. Mais... En distanciel, oui, ils peuvent communiquer. Je n'ai pas vu les dernières, il y en a eu plusieurs avant. N'hésitez pas à écrire, ceux qui sont à distance, une question. Sinon, dans le public, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Bon, en espérant pas vous avoir assommé quand même. Donc non, je ne vois pas de questions en ligne qui arrivent. Non, là, c'est plutôt des remarques. Pas d'autres questions ? Ah oui, une question on a. La sensibilisation des personnes âgées n'est-elle pas aussi une priorité ? Effectivement, on a beaucoup parlé des jeunes, mais les jeunes ne sont pas l'unique public concerné, puisque la violence touche à tout âge. Voilà, qu'est-ce qu'il en est des autres tranches d'âge ? Alors, là, pour le coup, on n'a pas travaillé sur cette tranche d'âge, j'avoue. Mais c'est vrai qu'elle peut aussi être concernée par le sujet. En tous les cas, si elle ne l'est pas aujourd'hui, elle le sera demain. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encore une tranche de population qui soit n'est pas numérique, ou sera en passe de l'être. Mais demain, c'est sûr qu'elles le seront toutes, puisque ça sera vous et moi, et donc on sera de toute façon dans l'ère du numérique. Très bien. Nous, on n'a pas travaillé dessus. En revanche, une chose qui a été constatée et qui nous a été dite par plusieurs intervenants, c'est qu'une des problématiques, c'est qu'en fait, pour traiter de ce sujet, notamment sur le côté législatif, normatif, en fait, ceux qui devaient traiter le sujet ne connaissaient rien au sujet. Et ça, c'est une autre problématique. C'est que les gens qui vont proposer des textes de loi, etc., ne maîtrisent pas, je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas, ne maîtrisent pas les codes, les us et coutumes et les fonctionnements des réseaux sociaux. Moi, le premier, c'est au travers de ce travail que je fais depuis plusieurs mois que j'ai découvert ce qu'étaient les bulles informationnelles et comment elles fonctionnaient. Et je comprends mieux pourquoi, même si empiriquement j'avais à peu près compris pourquoi je recevais certaines pubs et pas d'autres. Mais les sujets, les posts, les informations, elles sont orientées par rapport à l'algorithme. Et ça, je ne pensais pas que c'était aussi puissant. Bonsoir.
Par rapport à l'algorithme, justement, quand on tombe dans des tweets complotistes, etc., au bout d'un moment, on va avoir une bulle d'informations qui va se créer autour de ça. Donc, on va être plus qu'entouré de ce genre de tweets et on va commencer à y croire. Comment on peut aider les personnes qui sont dans ce genre de cas à en sortir, à prendre du recul sur ce qu'ils voient et à retrouver un esprit critique, justement? Pour moi, je pense qu'une des façons de s'en sortir, c'est justement d'en parler. Mais d'en parler, pas au travers des réseaux sociaux. Parce que de toute façon, sur le réseau social, effectivement, vous allez tourner en boucle. Et vous allez tourner en boucle dans la bulle informationnelle que vous avez, ou dans laquelle vous avez été mis. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut arriver à en parler physiquement avec quelqu'un pour échanger, pour dire bah, tiens, j'ai vu ça, tiens, j'ai vu ça. Mais non, mais ça, c'est des conneries. Mais ça, c'est faux. Et à un moment, le débat va se faire entre gens qui se connaissent. Donc avec un ami, avec un proche, avec un référent, qui soit un professeur, un éducateur, je ne sais pas, tous les cas sont possibles. C'est à mon sens une des meilleures façons d'en sortir. Après, il restera éventuellement le fait de le signaler, mais pour le signaler, il faut en avoir conscience. Sauf qu'effectivement, une fois qu'on est totalement enfermé dedans et que ça n'arrête pas, excusez-moi, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, en tous les cas pour certains Gilets jaunes. Ils ne vivaient en boucle que ce qu'ils pensaient être la réalité de la vie sociale, des problématiques des uns et des autres. Bon, après, c'était en plus démultiplié par l'effet des médias classiques, etc. Donc, je pense qu'une des solutions, si ce n'est la meilleure, c'est effectivement de pouvoir en parler. Je ne dis pas que c'est simple, parce que déjà, rien qu'en famille, des fois, c'est pas évident. Avec des amis, malheureusement, pour peu qu'ils soient dans la même bulle, ça va être compliqué. Mais voilà, je pense que c'est une des meilleures solutions. Moi, j'avais juste une question assez simple. Vous avez évoqué plusieurs fois la solution d'en parler dans le réel, avec des vraies personnes. Qu'est-ce que ça change, en fait, par rapport à un échange virtuel, selon vous? Pourquoi il y a là une véritable solution? Alors, il y a une solution, en fait, parce que derrière, vous faites référence à des relations humaines. Alors que quand vous êtes sur la dématérialisation, vous avez plusieurs phénomènes qui se créent. Vous avez un phénomène de désinhibition. Donc les gens pensent qu'ils peuvent dire, faire ce qu'ils veulent, peut-être parce qu'ils pensent que leur pseudo est anonyme. Donc en fait, on ne me connaît pas. Je peux dire ce que je veux. Et je me lâche. Ça fait du bien, c'est une soupape. Bon, sauf que la réalité est un peu différente, parce qu'en fait, on peut peu ou prou toujours retrouver les gens, les vrais. Ça, c'est le travail d'enquête, mais ça existe, ça se fait. Donc, il y a ce volet-là. Les personnes qui sont derrière un écran se permettent des choses qu'elles ne feraient pas, sauf quelques exceptions, mais qu'elles ne feraient pas si elles avaient la personne en face d'elles. Pourquoi? Parce que quand on est en face à face, en vis-à-vis, même par téléphone, ça marche. Vous n'avez pas la même relation humaine avec la personne. Et donc, soit vous vous auto-freinez, je ne sais pas si c'est le bon terme, ou vous vous auto-régulez parce que vous ne savez pas comment, mais parce que vous l'avez en face ou vous l'avez au téléphone, la personne va réagir. Et que si elle réagit, vous allez la voir en direct. Si c'est par écran, et que la réaction commence à tourner au vinaigre, vous faites quoi? Vous fermez l'écran, vous coupez l'appli, j'existe plus, pas grave, j'y retournerai plus tard. Quand vous l'avez en face, c'est plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'en parler, mais alors là, pour le coup, c'est peut-être mon côté, parce que j'ai fait pas mal de ressources humaines, donc j'ai gardé ce côté relationnel physique, direct, mais je pense que c'est ça. Je vais prendre un exemple un peu similaire vis-à-vis de ce qu'on vient de faire. On vous demande si vous avez des questions, vous me posez un certain nombre de questions. Il y a peut-être des gens qui ont des questions, qui n'osent pas les poser, parce que je dois prendre la parole en public, etc. Par contre, s'ils sont sur le chat, je vais peut-être les avoir, les questions. Et la question elle va peut-être être un peu plus vindicative ou un peu plus directe, un peu plus cash. Pourquoi? Parce que il va se dire, je ne le connais pas, ou là, je me permets de le faire. Alors que là, de vous à moi, peut-être que vous ne le feriez pas. Vous rajoutez là-dessus la différence de personnes. C'est-à-dire que si c'est un ami,
ça rejoint la question qui m'était posée tout à l'heure. Si c'est quelqu'un qu'on connaît, on sait un peu comment il va réagir, donc on sait jusqu'où on peut aller. Non pas dans la provoque, mais en tous les cas dans l'échange d'idées. Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, ça peut mal tourner, ça peut vite partir, je dirais, avec des propos, des noms d'oiseaux, comme on dit. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est important d'arriver à le faire. Et paradoxalement, peut-être que la future génération du virtuel permettra de le faire. Et là, je fais référence aux avatars, mais aux vrais avatars, c'est-à-dire une virtualisation complète de la personne. C'est-à-dire que c'est votre avatar. Il y a un film comme ça qui est sorti il y a quelques années, par Real Player One. Non? Ça vous dit quelque chose? C'est ça? Ready Player One. C'est peut-être ça demain. Et là, pour le coup, vous avez une vraie interconnexion entre le virtuel et le réel. Et dans le virtuel, vous pouvez avoir aussi de vraies interactions. Alors qu'aujourd'hui, vous ne les avez pas, parce que vous avez un écran et que voilà, les gens se lâchent. Il y a ce côté désinhibiteur du réseau social ou d'Internet en général. Voilà. Je suis un peu long dans mes réponses, désolé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Merci à toutes et tous pour votre attention. Encore merci au colonel Laurent Van de Cappel pour ses recherches, pour le temps consacré pour échanger sur le sujet. C'était donc le dernier mercredi de la communication de cette année. On se retrouve l'année prochaine, bien sûr, pour d'autres conférences. Donc c'est toujours une conférence par mois et bien sûr le mercredi soir. Merci à tous. Merci à vous, merci de votre écoute.